Bienvenue à tous. Merci pour votre présence lors de cette séance de l'édition 2020 de la Semaine européenne de la microfinance. Je m'appelle Davide Castellani, professeur associé à l'Université de Bergamo et responsable du groupe d'action de la recherche à la pratique. Le groupe d'action vise à réunir des chercheurs, des étudiants universitaires et des praticiens afin de combler les lacunes entre la recherche universitaire et la pratique dans le domaine de l'inclusion financière. Le groupe d'action mène des recherches pour comprendre l'incidence de la pandémie du Covid-19 sur la chaîne de valeur de l'inclusion financière. Interruption pour l'instant. Pour bien comprendre la crise, ou pour bien comprendre comment gérer la crise et générer de la résilience du système financier, le rôle des autorités de régulation et de surveillance est important. Cet entretien avec Babak Abbassadeh, président et PDG de Toronto Centre, est intéressante pour nous donner un aperçu des réponses des autorités de régulation et de surveillance. L'objectif du Toronto Centre est de promouvoir la stabilité financière et de fournir des formations aux autorités de régulation et de surveillance, en particulier dans les marchés émergents et dans des pays à faible revenu. Bonjour Babak, comment allez-vous? Bonjour David, merci, c'est un plaisir d'être des vôtres. Merci de participer à cet entretien. J'aimerais commencer par vous demander la question suivante. Pourquoi cette crise est-elle différente de la crise financière mondiale de 2008 et de 2009? Et pourquoi les réponses des autorités de surveillance devraient-elles être différentes? Merci. Tout d'abord, je tiens à dire que nous sommes heureux d'être membres de la plateforme européenne de la microfinance. Et depuis quelques années déjà, je participe à la Semaine européenne de la microfinance et c'est dommage que le Covid nous ait forcé d'organiser cet événement en ligne parce qu'il s'agit d'un programme d'une grande qualité. Mais bon, si l'on tient compte des circonstances actuelles, mes meilleurs vœux pour tous ceux qui sont en Europe, qui semble devenir un autre épicentre, espérons que les nouveaux cas et que cette tragédie sera bien gérée. Alors, pour ce qui est de la crise, qu'est-ce qui est différent maintenant? Tout d'abord, essayons de prendre un peu de recul. Lorsque la pandémie a été déclarée par l'OMS, l'économie mondiale s'est effondrée en un rien de temps. Tout s'est arrêté. Et quel a été le type de soutien accordé, soutien budgétaire, soutien monétaire? Rien ne semblait bouger ou fonctionner. Et cette caractéristique fait que cette crise est très différente de la crise financière de 2008. À l'époque, il s'agissait d'acteurs peu scrupuleux, d'actifs toxiques, de dérivés, etc. Et c'était donc le comportement de certains qui était à l'épicentre de cette crise en 2008-2009. Mais aujourd'hui, petite interruption, mais aujourd'hui, le secteur financier fait partie de la solution. Et nous devons veiller à ce que l'argent et les ressources soient acheminés vers les populations. Les autorités de surveillance ont fait ce qu'ont fait les banques centrales et d'autres acteurs. Les autorités de surveillance ont fait preuve d'un degré de souplesse et de patience et de compréhension inédit. Ils ont dû adapter leur travail à des conditions éprouvantes sur le terrain. Donc voilà quelques différences importantes entre cette crise et la dernière crise. Je pense que le secteur financier dans son ensemble fera partie des solutions et nous permettra de sortir de la crise du Covid-19 une fois que le volet sanitaire aura été résolu et que nous pourrons à nouveau réparer et reconstruire l'économie. Merci. Merci Babak. Passons à la deuxième question. D'après vous,
Quelles ont été les principales priorités des autorités de réglementation et de surveillance au début de la crise? Et selon vous, qu'est-ce qui a bien marché et qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Oui. Alors, j'aimerais répondre à cette question en abordant les risques et les questions, et différentes questions. Alors, les défis opérationnels ont représenté un problème. L'augmentation du risque sur le secteur financier, les pressions sur les capacités causées par les confinements, tout cela a exercé beaucoup de pression sur les autorités de surveillance. Imaginez-vous donc les agents des banques et les autorités de surveillance ne pouvaient plus travailler dans leur bureau et devaient coopérer. Et puis, donc, beaucoup de personnes ont fait du télétravail et ça n'a pas été facile. De nombreuses autorités de surveillance ont dû activer leur plan de continuité des opérations. Mais qui avait un plan de continuité des opérations qui était vraiment éprouvé et qui permettait de tenir face à une pandémie de cette envergure? Alors, les autorités de surveillance avaient beaucoup de questions. Très bien, vous nous dites activez votre plan de continuité des opérations. Très bien, mais si nous n'en avons pas un, que faire? Et si jamais notre plan n'est pas suffisamment rodé, donc nous avons apporté un soutien aux autorités de surveillance et de réglementation. Et donc les autorités de surveillance ont dû faire preuve de souplesse et également de patience et de compréhension, de suspendre certaines règles au début pour que le système ne s'arrête pas de manière sèche. Dans certains pays, il y a eu une combinaison de restrictions sur des dividendes, de paiements de bonus par des institutions financières, et donc les autorités de surveillance donc, ont fait preuve de certaines qualités. Et puis, autre question essentielle, il est difficile d'éviter certains problèmes. Et vous venez de dire que vous êtes à Bergamo, et c'est à Bergamo que le monde a commencé à comprendre la gravité de cette pandémie. Bergamo était vraiment dans une situation très critique en février ou en mars. À l'époque, je pense qu'aucun d'entre nous n'avait pensé qu'un deuxième confinement serait mis en place dans certains pays, ou que l'on travaillerait sans regagner nos bureaux. Alors, personne ne voudrait qu'une crise financière résulte de cette pandémie. Personne ne veut non plus que les gens deviennent dépendants des mesures de soutien. Et oui, il y a les risques qui se posent en termes de crédit, il y a un risque de détérioration du crédit, de la qualité des crédits à long terme. Il faudrait sans cesse réévaluer ces choses. Donc voilà, quelques éléments pour vous donner une vue d'ensemble. Merci. Donc, malgré les défis et les risques, il y a des opportunités d'étendre l'inclusion financière par le biais de paiements qui vont des gouvernements à la population. Et il y a également l'augmentation des services financiers numériques. Comment les autorités de surveillance et de réglementation peuvent-elles soutenir le processus de numérisation? Quels sont les éléments auxquels il faut être attentif? Là aussi, il faut une perspective plus vaste. Alors, cette crise a un impact négatif sur l'inclusion financière en augmentant le nombre de personnes en situation de pauvreté et en réduisant également la capacité ou la volonté de certaines institutions financières, y compris des entités de microfinance, de microassurance, de fournir des produits financiers, des services à des segments de la population. Et l'un des grands obstacles et l'un des grands changements a été la dépendance au contact présentiel en face à face. Et
Maintenant, des agences ont été fermées, les agents ont réduit leur travail. Vous avez parlé des initiatives gouvernement-population, G2P. Nous savons que quand les possibilités sont limitées, les conséquences peuvent être difficiles. Alors, je ne vais pas citer de pays particuliers. Je connais pas mal de pays en Amérique latine qui s'en sortent plutôt bien, mais d'autres qui ne sont pas encore passés pleinement au numérique. Dans certains pays, des personnes ont dû passer de longues heures devant les guichets de distribution automatique. Et je ne dis pas que c'était le seul élément qui ait contribué à la propagation du virus, mais en tout cas, c'était certainement pas le seul facteur, mais c'était tout de même une source de contagion. Alors, à côté de l'Europe, l'Amérique latine est certainement l'une des régions les plus durement frappées dans le monde à l'heure actuelle. Et à nouveau, je ne vais pas citer des pays, mais dans certains pays, les possibilités étaient tellement faibles que certains pays n'avaient pas le choix, ont dû envoyer les militaires pour acheminer, pour donner de l'argent à la population. Donc vous pouvez imaginer le chaos que cela a généré et également l'argent qui a été empoché par les uns et les autres en le faisant. Donc la numérisation, oui, elle crée des opportunités intéressantes. Pour nous tous, vous, nous, les organisateurs, nous sommes en train de devenir des experts en visioconférence. Nous sommes comme des mini CNN, chacun chez nous. Donc tout ce que nous avions pensé accomplir grâce à la numérisation en 5-6 ans, eh bien nous avons tout accéléré et mis en place en 7 mois. Et donc, il y a une augmentation rapide de la numérisation dans différentes parties du monde. Ceux qui disposaient d'une bonne infrastructure sont maintenant en train de récolter les fruits. Et ceux qui n'avaient pas cette infrastructure en place sont en train de souffrir. En tout cas, les autorités de surveillance doivent faire partie de la solution. Ils doivent bien évaluer les risques et contribuer à aider la numérisation. Les autorités de surveillance commencent à comprendre également que les technologies peuvent les aider. Je pense à des entreprises telles que Subtech, RegTech, qui sont de bons compléments à l'architecture FinTech qui existe déjà. Donc, ce sont des éléments qui permettent d'avoir des données désagrégées et donc de savoir quelle est la situation des femmes et d'autres populations vulnérables. Mais avant de nous emballer, il faut également voir quelle est la conséquence de la numérisation. Il y a toutes ces questions de sécurité qui sont sous-jacentes, les tentatives de spam, de phishing, les fraudes. Donc, pour des acteurs peu scrupuleux, il y aura d'autres possibilités pour perturber le système. Et pour ce qui est du prestataire de microfinance, là aussi, je pense qu'il y a une pression importante sur eux. Si l'on regarde les chiffres, alors ces prestataires desservent environ 140 millions de clients, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan comparé aux 1,7 milliard qui n'ont pas accès à des services financiers. C'est ce que l'on appelle les personnes non bancarisées ou non desservies par les services bancaires ou financiers. Et donc, en tout cas, un grand nombre de problèmes sont devenus plus visibles maintenant. Et au moment de reprendre notre souffle, nous devons avoir des discussions de suivi pour bien comprendre comment soutenir cet écosystème qui est fragile et qui est soumis à une pression importante. Merci. Merci. Nous arrivons déjà à la dernière question de cet entretien. Beaucoup de pays ont commencé à réouvrir leurs économies, tandis que d'autres prévoient un deuxième confinement. En Italie, nous sommes dans cette deuxième possibilité, due au risque des deuxièmes vagues. Dans le scénario actuel, quelles devraient être les principales stratégies des autorités de régulation et de surveillance? Alors, cela me ramène à ce que j'ai dit tout à l'heure. Personne, au mois de mars, ne pensait se retrouver dans cette situation. Et c'est vrai que c'est un problème à de nombreux égards. Nous ne savons pas quand
ou si nous retrouverons une certaine normalité. Moi, je ne sais même plus à quoi ressemble la vie normale d'auparavant. Et donc, les autorités de surveillance sont concernées par cela également. Ils doivent faire preuve d'ouverture d'esprit, ils doivent tourner leur regard vers l'avenir, comprendre à quoi pourraient ressembler les nouveaux scénarios de normalité et analyser l'impact potentiel de ces nouveaux scénarios de normalité sur les entreprises qu'ils surveillent et le marché dans un sens plus large. Donc il faut continuer à planifier, à mettre à jour les plans de continuité des opérations, il faut pouvoir réagir à un environnement qui change et il faut également tenir compte de l'incidence sur les entités qui font l'objet d'une surveillance et adapter les pratiques de surveillance grâce à la technologie. En tout cas, la pandémie a attiré notre attention sur l'importance des changements climatiques. Il y a des parallèles en fait. Les changements climatiques se produisent très rapidement. Si on pense au hockey, alors le hockey, ce serait comme une version accélérée du foot. Donc, pour faire une analogie entre pandémie et changement climatique. Et il y a des avoirs qui ne seront plus pertinents. Et oui, avec cette pandémie, il y aura des éléments qui ne seront plus pertinents, par exemple les centres commerciaux, les grands bâtiments de bureaux. Alors, est-ce qu'on va vraiment retourner à la normale ou au scénario antérieur? Donc, il faut garder à l'esprit toutes ces choses. Bon, peut-être pas aujourd'hui, les autorités de surveillance ont un rôle de pompier à jouer dans un premier temps, mais il faut tenir compte de ces aspects à l'avenir. Donc, il y a cette tendance également accélérée d'adopter la technologie. Et il faut garder à l'esprit les cyber-risques, la cybersécurité. Ce sont des aspects qui vont devenir très importants. Et tenir compte également des risques, des rapports d'incidents. Enfin, il faut accroître ses compétences, ses connaissances et son esprit critique. C'est important de renforcer ses capacités en tant qu'autorité de surveillance. Surtout au milieu d'une crise qui apporte tellement d'incertitudes. C'est comme si vous étiez à côté d'une rivière et vous aviez un poisson dans vos mains qui est en train de vous échapper. Donc, et c'est lié à la mission du Toronto Centre. Notre mission, c'est justement de fournir un conseil en matière de renforcement des capacités pour les autorités de surveillance et de réglementation. Et nous sommes actifs depuis 1998. Nous avons formé plus de 13 000 personnes, au cadre. Et un grand nombre de personnes qui participent à cette conférence viennent du secteur public. Et je sais que ces vidéos seront mises à disposition plus tard également pour les autorités publiques. En tout cas, le Toronto Centre a émis un guide très détaillé sur la question de la surveillance dans l'après-Covid. Nous avons élaboré cela à la fin du mois de septembre. Ce guide est disponible sur notre site web et je le mettrai à disposition également sur la plateforme de la microfinance. Alors, ce guide fournit des informations sur la manière de gérer la crise, sur la manière de continuer à assurer les opérations. Il y a des chapitres très spécifiques sur des sujets tels que la banque, l'assurance, les pensions, les marchés de capitaux, un chapitre consacré à l'inclusion financière et la numérisation. Je vous encourage vraiment à jeter un coup d'œil à ce guide. Nous l'avons développé en consultation avec tous les acteurs clés, l'IOSCO, l'IAIS, le comité de Bâle, des entités faisant l'objet d'une surveillance, des organisations assurant cette surveillance. Donc il s'agit des meilleures réflexions à l'heure actuelle sur toutes ces questions, surtout parce que nous ne savons pas quand s'arrêtera cette pandémie. Et comme le docteur Nabarro de l'OMS le dit,
Ce n'est pas nous qui décidons du timing, c'est le virus. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais partager avec vous. Merci, merci beaucoup. En tout cas, ce qui apparaît clairement de cette crise, c'est qu'il n'y a pas que des risques et des défis, mais, comme vous pouvez le constater, il y a également des opportunités à saisir. Les autorités de régulation et de surveillance ont fait un excellent travail, mais ils doivent encore relever des défis à l'avenir, comme vous l'avez bien expliqué. Merci, bye bye.